Mais enlève ton masque, Michou. Comme ça, on va ton sourire, ton beau gosse de sourire. Fais le beau. Vas-y, Michou. Vas-y, Michou, enlève le masque. Ah non, Michou, dis Tu fais ça. parler de papa. Bah si, là, j'ai qu'une envie, c'est de parler, fais pas genre. Oui, il m'a expliqué en gros que ce mec avait dragué super lourdement la meuf de Fred et que tout le monde le déteste, qu'il s'était incrusté chez eux aussi, qu'il faisait chier tout le monde, c'était horrible, que dans le monde de YouTube, tout le monde le connaissait, que c'était un gros stalker horrible et tout. Sur League of Legends, quand je me suis fait ban def, vous m'avez poussé à bout pendant 2 mois pour me voir exploser ma manette et pour me faire ban Twitch et me faire ban de LOL. Genre, parce que vous saviez très bien que j'allais craquer à un moment donné. En ce moment, je craque, mais je suis de bonne humeur, j'insulte même pas les gens, je suis gentil. Moi j'aimerais juste une seule chose, que les gens qui ont travaillé sur ce jeu, sur Game Over Quest, ils aient une reconnaissance de leur travail, qu'ils cherchent et qu'ils attendent depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils se cachent, qu'ils doivent cacher tout le travail qu'ils ont fait pour rien. C'est fou parce que j'ai mis oui par réflexe, mais en fait c'est non. Mais c'est comme si mon cerveau t'avait automatiquement considéré comme un proche alors qu'on se connaît pas. Ouais, je suis une tapette, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. T'agresses les gens devant les gens, mais t'es un baiser toi. En fait, j'ai cru qu'il pouvait me sauver en fait de mon traumatisme premier, mais en fait ça a été lui, mon vrai traumatisme. Les revenus sont en chute libre depuis des années, Google prend des décisions incompréhensibles concernant les mises à jour de sa plateforme et prend trop souvent la défense des annonceurs en oubliant ceux qui font des vidéos pour leur plateforme. Mais ils ont le monopole dans ce secteur, donc c'est marche ou crève. Parce qu'aujourd'hui j'en ai marre qu'en 2018, je me fasse encore cyber harceler sur internet, vraiment j'en ai ma claque quoi, vraiment c'est insupportable. T'es surpris, tu pensais me connaître. T'es trop naïf, c'est juste internet. Ton influenceur préféré n'est sûrement pas celui qu'il prétend être. Si regarder YouTube est une passion pour vous et que vous êtes relativement jeune, vous avez sans doute pour ambition de devenir YouTubeur. Parce que vous regardez le contenu de ces gens-là sur les réseaux sociaux et vous vous dites que leur vie est un rêve, qu'ils sont populaires, drôles, gentils, qu'ils ont de l'argent. Eh bien laissez-moi vous dire que la vie de certains d'entre eux est un véritable cauchemar dont vous n'avez même pas conscience de l'ampleur. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Chers auditeurs, bonsoir, c'est Ben et aujourd'hui on va parler de l'envers du décor du métier de youtubeur. Ou plus précisément, énoncer tout ce qui implique le fait de créer des vidéos sur YouTube. Oh, attendez quoi ? Ah ouais, la classe, un nouveau chibi avec de nouvelles expressions arrive sur la chaîne. Ils ont été réalisés par Misa. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, elle est bourrée de talent. Le lien vers sa page est dans la description, n'hésitez pas à aller lui passer un petit coucou de ma part. Sur ce, mise en contexte. D'après un article du Business Insider, sur un sondage où 3000 enfants chinois, américains et britanniques de 8 à 12 ans ont été interrogés sur le métier qu'ils souhaitaient faire plus tard entre astronautes, musiciens, athlètes, professeurs ou youtubeurs, la réponse qui revenait le plus souvent était youtubeur avec 30% des sondés. Et même sans sondage, il suffit de se rendre dans un collège ou un lycée et d'interroger les élèves sur ce qu'ils aimeraient faire plus tard pour se rendre compte que le métier de youtubeur est à la mode. C'est le nouveau « je veux devenir astronaute » comme dirait Link. Le problème, c'est que les youtubeurs ne vous montrent que ce qu'ils ont envie de vous montrer et ne vous montrent pas à quel point l'envers du décor de leur métier peut être pesant. Et on va commencer par... Tout le monde peut faire du contenu sur YouTube. Tout le monde peut avoir l'opportunité d'en faire, pour peu qu'on ait un minimum de matériel et une connexion internet. C'est d'ailleurs ce qui l'a rendu populaire. Le problème, il est dans le fait d'en vivre. Parce que peu importe la qualité de votre contenu, qu'il soit filmé à l'arrache, sans concept précis, sans miniature ni description, ou que vous ayez passé des centaines d'heures d'écriture, de tournage et de montage avec du matériel professionnel, le résultat sera le même si vous n'avez pas d'audience. Vous resterez inconnu. Et pas d'audience, c'est pas de vues,
donc pas d'argent. Quand c'était les débuts de YouTube, on pouvait se faire connaître assez rapidement et facilement si on avait un bon concept. Sauf qu'à l'heure actuelle, avec la complexité des algorithmes de référencement, la modération du contenu ou sa standardisation, c'est devenu plus compliqué que jamais de se faire une place. Beaucoup de jeunes seraient prêts à arrêter leurs études pour avoir une chance de pouvoir vivre de YouTube. Donc sans aucune garantie de succès, ni diplôme en poche en cas de raté. YouTube, c'est un petit peu la ruée vers l'or 2.0. La manière la plus efficace de se faire connaître à l'heure actuelle, c'est les caméos, les featuring, les collaborations, bref. Le but, c'est de se constituer un réseau. Et par un jeu d'échange de communauté, on parvient à se constituer la sienne. D'ailleurs, c'est assez bizarre de dire que des gens font partie de notre communauté alors que ces gens font aussi partie de la communauté d'autres personnes. Donc au final, c'est pas vraiment notre communauté rien qu'à nous. Mais bref, je dis vague. Quand on est jeune, bon courage pour tenter de se constituer un réseau quand on n'a ni la maturité ni les codes sociaux nécessaires à son intégration. Une fois la communauté obtenue, il faut désormais gérer, contrairement à ce qu'on pense, être populaire, ce n'est pas cool. C'est pas de tout repos et c'est encore moins quelque chose que tout le monde peut supporter. Les youtubeurs sont constamment soumis au regard et à l'opinion de leur audience et c'est incroyablement perturbant. La moindre action, la moindre parole sera analysée, décortiquée, sortie du contexte et sera soumise à toute forme de réaction ou de critique. Alors que vous vouliez peut-être juste partager quelque chose comme ça sans aucune intention derrière et sans qu'on vienne vous embêter avec ça, comme si vous aviez aucun public en fait. Comme avant. Ce qui amène à la perte de votre liberté d'expression. À la seconde où vous faites le choix de devenir un personnage public, vous ne pouvez plus vous permettre de dire absolument tout ce qui vous passe par la tête et de la manière dont vous voulez le dire. Parce que votre discours a beaucoup trop de conséquences sur votre environnement par rapport à l'importance que vous lui attribuez. Vous perdez ce droit. Vous pourriez également dire que c'est à partir du moment où un événement néfaste se produit à cause de votre contenu qu'on peut déterminer que vous pouvez plus vous permettre de dire ce que vous voulez dire. L'exemple type est celui de Joe, dont j'ai parlé dans mon épisode 23. Celui-ci a beaucoup aimé l'épisode, mais il s'est mis à recevoir une chier de commentaires négatifs, allant même jusqu'aux menaces de mort. Ceci m'a fait prendre conscience à l'époque du pouvoir néfaste que pouvait avoir What the Cut. Depuis, j'évite de parler le plus possible de gens qui pourraient être touchés directement par l'émission, en tout cas de manière trop négative. Sauf qu'Internet n'oublie jamais. Thibaut InShape a posté des statuts Facebook à caractère raciste, homophobe et islamophobe en 2009 et 2011 et on les lui ressort dès qu'il y a la moindre polémique sur son dos, même si c'est hors contexte. Alors que les gens qui ressortent ça n'en ont en réalité absolument rien à faire et ils continueront à vivre leur vie de leur côté comme si de rien n'était. Alors qu'ils ont contribué à en détruire une. Et c'est encore pire si vous faites partie des plus connus. Vous êtes plus facilement reconnaissable dans la rue, donc vous vous exposez à plus de personnes qui s'amuseront à faire des choses bizarres avec vous, comme des remarques désobligeantes, s'amuser à vous suivre, à vous photographier en cachette, à aller sonner chez vous et j'en passe. Il faut avoir de sacrées épaules pour pouvoir encaisser tout ça. Et tous ces gens qui témoignent leur affection pour ce que nous sommes, notre contenu, finiront par nous faire sentir plus importants. Lorsque l'on est une personnalité médiatisée, on a une image à bien tenir, afin de bien représenter les entreprises et les personnes avec lesquelles on collabore, ou pour pouvoir éviter des événements négatifs en cas d'avis non populaire ou de mauvaise conduite. Et plus le youtubeur est connu, plus l'image qu'il a à tenir représente des enjeux colossaux et se doit d'être lisse et exemplaire dans absolument tout ce qu'il fait, ce qui amène inévitablement à une forme d'autocensure motivée par des raisons financières dans le cadre du partenariat, ou sociales afin de conserver ses relations, sa visibilité et sa réputation sur internet. La liberté de création sur YouTube est donc compromise à partir du moment où vous essayez d'en faire votre business, parce qu'inévitablement, vous serez soumis à ces jeux d'influence un jour. Mais l'aspect le plus pesant pour un YouTuber, c'est le fait d'être idéalisé. Les youtubeurs sont vus comme des personnes sympathiques, drôles, gentilles, ouvertes d'esprit, bref, sans défaut. Et au final, certains finissent par y croire jusqu'à ne plus du tout ressembler à la personne qu'ils étaient à la base. La perte des valeurs et des repères, elle est totale. Vous aurez beau être la personne la plus gentille, sympathique, amicale, tout ce que vous voulez du monde, si demain vous gagnez plus de 3 fois un SMIC, que vous avez des centaines de milliers de personnes derrière vous, un entourage sectaire à cause de l'originalité du métier, un rythme de travail acharné, des responsabilités gigantesques et une aversion à la perte qui vous pousse à faire toujours plus, vous deviendrez le dernier des connards. Personne n'est conçu pour encaisser autant de choses.
personne. Cette illusion, ça vient du fait que YouTube est un média amateur, n'importe qui peut y poster du contenu, donc avoir la chance d'être mis en avant et d'être connu. Les réseaux sociaux, les messages privés, les commentaires et tous les autres outils favorisant la communication entre le YouTuber et sa communauté renforcent également ce sentiment de proximité qu'on n'avait pas avant avec les stars de la musique ou de la télévision par exemple. Ces gens sont donc célèbres, avec l'étiquette de l'amateurisme qui nous font rappeler que ce sont des gens comme les autres, donc par définition des gens accessibles. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il existe un contraste entre ce que le YouTuber vous montre et ce qu'il est réellement. On est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas le même comportement vis-à-vis de notre famille, de nos amis ou de nos collègues de travail. Et ben il en va de même pour la relation YouTuber-public. Parce que face à sa caméra ou son micro, le YouTuber est dans une optique de travail, en s'adressant la plupart du temps à son public de manière amicale, mais en se comportant face à lui comme sa propre personne. En résumé, 3 comportements diamétralement opposés doivent composer au sein d'un même métier. C'est concrètement de la manipulation. Les youtubeurs ne sont pas vos amis. Ils vous le font croire en s'adressant à vous de manière familiale et amicale, mais il est parfaitement impossible pour un youtubeur, ou pour toute autre personne d'ailleurs, d'entretenir une relation amicale durable et dévouée avec des centaines de milliers, voire même des millions de personnes. Et encore plus quand la différence d'âge est significative. Sinon un malaise se crée. Malaise qu'on n'a pas à travers l'écran, et ces gens-là en abusent. Ils font ça afin que vous puissiez vous identifier à eux pour augmenter leur taux d'engagement sur leurs vidéos, pour avoir plus de commentaires, de dons ou une meilleure image. Ils n'en ont rien à faire de vous. Donc de la même manière, quelqu'un qui apparaît drôle n'est pas forcément gentil, tout comme quelqu'un qui apparaît sérieux n'est pas forcément froid. Ce que les youtubeurs aiment, ce n'est pas chacun d'entre vous, c'est l'aura collective que la somme d'entre vous dégagez et qui les font se sentir comme des gens plus importants, ce qui flatte leur ego. Et quand cet ego vous monte à la tête, vous vous sentez capable de faire absolument tout ce que vous avez envie de faire. Parce que vous avez de l'influence, quitte à utiliser votre notoriété pour obtenir des faveurs sexuelles de la part d'abonnés. C'est comme ça qu'est né le balance ton youtubeur initié par Squeezie après les agissements de Norman. Mais vous savez, c'est pas tout le temps le youtubeur qui profite de sa communauté. L'inverse est bien plus fréquent. Il y a également un problème beaucoup plus vicieux que les youtubeurs rencontrent, c'est les gens qui essayent de profiter de leur influence. Ça va de la simple photo avec vous jusqu'à la manipulation émotionnelle. Par analogie avec le monde de la musique, Justin Bieber a fait un post Instagram pour expliquer pourquoi il ne prendrait plus de photos avec des gens dans la rue. Parce qu'il avait l'impression d'être une bête de foire en fait. Les gens ne venaient plus le voir pour lui, mais pour eux. Pour l'afficher à leurs amis sur les réseaux sociaux, pour se vanter d'avoir rencontré quelqu'un de connu. Mais que ce soit de manière amicale ou amoureuse, il y aura toujours des gens qui viendront vers vous dans le seul et unique but d'utiliser votre notoriété pour leur profit personnel. Leur but étant de vivre par procuration. Machin, ouais, il a 2 millions d'abonnés, ouais, il est super sympa, ouais, ouais, ah oui, ouais, c'est mon pote, ouais. Et c'est encore pire si cette personne joue avec vos sentiments pour sortir avec vous. Elle profite des avantages du couple, de votre notoriété et de votre argent. Les youtubeurs, c'est des sugar daddy 2.0 en fait. Sans parler des messages privés et des mails, bien trop souvent écrits dans le seul et unique but de recevoir une réponse pour satisfaire un besoin de reconnaissance. Bon, quand c'est pas des insultes ou des menaces de mort complètement gratuites de la part de parfaits inconnus. Et des messages comme ça, on peut en recevoir des centaines par jour. Ouais, je vais quitter mes études et devenir youtubeur, comme ça je vais gagner 10 000 € par mois. Sans surprise, c'est loin d'être aussi simple. Pour être accepté dans le programme partenaire YouTube, il faut que votre chaîne compte minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage cumulées au cours des 12 derniers mois. Et c'est juste impossible à atteindre si on n'a pas un minimum de matériel, de connaissances cinématographiques, de l'univers de YouTube et surtout de temps. Vous pouvez pas vous permettre de sauter des étapes aussi primordiales que l'écriture, le tournage, le montage, la rédaction de la description ou la miniature et quand même espérer faire des milliers de vues. Parce que même si ces tâches peuvent sembler fastidieuses, inutiles ou longues, c'est elles qui donnent envie à votre contenu d'être regardé. Ensuite, sachez que certains types de contenus ne sont pas monétisables. Si jamais vous décidez de faire des compilations, des covers, du contenu sensible ou pour enfants, vous risquez d'avoir des problèmes de monétisation, voire même d'intégrité de votre chaîne. Vous ne pouvez également pas retirer votre argent de YouTube avant d'avoir accumulé 70 € sur votre compte AdSense. Il faut donc gagner plus de 70 € par mois pour pouvoir se les verser. Ces 70 € correspondant à environ 100 $. Et une fois que toutes ces conditions sont remplies, félicitations! Vous pouvez commencer à faire de l'argent avec YouTube. Le truc, c'est qu'on peut pas déclarer autant d'argent sans que ça passe inaperçu.
il faut le déclarer. Déclarer son argent, ça veut dire créer une auto-entreprise et là, il y a tout un problème de gestion fiscale et de comptabilité. Et encore une fois, c'est compliqué et chiant à gérer si on n'est pas un minimum calé dans le domaine. On peut faire appel à un expert comptable, mais ça coûte extrêmement cher. Sans compter le network par la suite, les charges quotidiennes nécessaires à sa vie comme le loyer ou la nourriture, ses abonnements à des sites de musique libre de droit pour ses vidéos, ses cadreurs ou ses monteurs si jamais il y en a. Bref, il y a énormément de charges que le youtubeur se doit de payer, baissant drastiquement la somme totale gagnée. Ah oui, autre détail très important, l'argent qui rentre sur votre auto-entreprise, elle ne vous appartient pas, ce qui signifie que vous devez vous verser un salaire chaque mois en fonction de votre chiffre d'affaires. Parce que oui, c'est plus cohérent de parler de chiffre d'affaires plutôt que de salaire avec YouTube. Et l'argent qui reste sur le compte de l'auto-entreprise sert à l'achat de matériel, au déplacement, aux gros projets et au paiement des impôts. Et à chaque fois, il faut justifier ses dépenses. Enfin, quand les youtubeurs ne se servent pas abusivement de l'argent de leur société pour se payer des trajets et des repas non nécessaires. Et ça, c'est si le youtubeur décide d'être dans la loi. Pour un youtubeur de 100 000 abonnés qui fait 1 million de vues par mois avec 8 vidéos comportant 5 pubs à l'intérieur et vivant chez ses parents, on arrive à une moyenne de 2800 € net par mois s'il choisit de tout faire au noir. C'est 2 fois un SMIC. Et ça, c'est sans compter les aides audiovisuelles telles que la SCAM ou la SACD qui rajoutent 300 €. Et ça, c'est le cas de la majorité des petits youtubeurs. Merci à Thomas Sirix et son calculateur de revenus YouTube. Le lien est en description. Il risque ainsi de très gros problèmes si jamais le fisc vient le contrôler. C'est déjà arrivé à Vodka et à Epierre. Lorsque vous regardez une vidéo YouTube, vous n'avez pas conscience de tout le travail qu'il a fallu pour la réaliser. Vous êtes là pour voir la vidéo et pas son making-of, ce qui est normal. Pourtant, si vous saviez le temps et l'énergie que vos youtubeurs préférés mettent dans leurs vidéos, vous auriez encore plus de respect pour eux et leur travail. Plus spécialement s'ils sont petits. Et même le moindre contenu qui pourrait être jugé sans effort demande un minimum de prestance à l'oral et dans la gestuelle, ainsi qu'une gestion technique des événements nécessaires à sa réalisation, comme le paramétrage de la caméra, l'éclairage ou les retouches audio par exemple. Et si quelque chose est mal fait, vous êtes quitte à tout recommencer. Ce qui signifie que vous devez faire l'écriture, le tournage, le montage, la rédaction de la description, la miniature, la gestion des réseaux sociaux, l'administratif, la boîte mail, bref, tout est à votre charge. Et ce travail se compte en centaines d'heures, assis derrière un PC à ne rien faire d'autre. Attention, certains youtubeurs font le choix de ne pas déléguer de travail, parce qu'ils veulent avoir le contrôle total de tout ce qui se passe avec leur chaîne. Voilà pourquoi en réalité, bon nombre de youtubeurs sont associables. Ils ne voient personne physiquement en dehors de leur travail. Ils restent jour et nuit, assis derrière leur ordinateur, à produire des vidéos s'ils veulent suivre un rythme de publication élevé. Je sais très bien que ce n'est pas le cas de tous les youtubeurs. Est exclu de cette routine de travail, les vlogs évidemment. Se sentir seul alors qu'on est suivi par des centaines de milliers de gens sur internet. Et quand ce n'est pas vous qui vous motivez à faire des vidéos, c'est l'addiction aux chiffres. Aversion à la perte, réticence à se séparer d'un actif qui vaut moins que le prix auquel le détenteur l'avait acheté. Pour justifier son aversion, l'investisseur tente à se persuader qu'il s'agit d'une mauvaise passe et que le prix a toute chance de remonter à ce qu'il considère comme son vrai niveau. Sur YouTube, ce phénomène se traduit par le fait que les youtubeurs auront toujours plus de vues, d'abonnés et d'argent demain, à la condition qu'ils continuent de produire des vidéos. Sauf que ce demain, ça peut être littéralement demain, tout comme ça peut être dans une semaine, un mois, un an ou jamais. C'est une promesse incertaine qui est faite et qui pousse le youtubeur à continuer ce qu'il fait. Et comme vu précédemment, ce phénomène les empêche de faire autre chose et demande leur entière concentration et dévouement de leur temps. YouTube est un milieu extrêmement chronophage sans même avoir la garantie que ça les mènera inéluctablement à la richesse et à la popularité. Inéluctablement, ça veut dire fatalement. Genre, c'est obligé... C'était sûr en fait! D'autant plus que récemment, une mise à jour du Creator Studio permet d'afficher un petit message permettant de résumer les statistiques de votre chaîne par rapport à la période précédente et classe les vues de votre dernière vidéo par rapport aux 10 précédentes sur la même période de temps. C'est directement YouTube qui vous met la pression sur vos vues et votre activité. C'est grave! Mais vous savez ce qu'il y a de plus grave? Faire comme tout le monde. On peut comparer le monde de YouTube à une cour de récré. Au lycée, tu sais, t'as les L, t'as les S, t'as les STG, t'as les trucs comme ça. Les gens sont rarement mélangés. Ok, il y avait des gens, ils se mélangeaient, mais globalement, tu voyais rarement des L avec des STG, par exemple. Et en fait, YouTube, c'est à peu près pareil. T'as vraiment le groupe des mecs qui font du divertissement, Squeezie, Amixem, etc. T'as vraiment les vulgarisateurs, Nota Bene, tout ça. Les chaînes de lifestyle, Sunday Jules, Bilal Hassani, Lena Situation, etc. Et ces groupes de personnes-là, ils se mélangent très peu. Il faut savoir que si t'as le schéma
schéma du lycée comme ça, là, de YouTube. Moi, je suis vraiment dans une petite salle tout seul parce qu'en vrai, je me mélange pas du tout, mais c'est de moi-même, hein. Je suis pas en train de dire personne même, c'est juste moi qui est comme ça, tu vois. Et moi, j'ai envie d'être ce mec qui vient le voir et qui lui dit: je peux m'asseoir? Mais pas seulement. YouTube est un milieu extrêmement sectaire où un ensemble de codes et de comportements sont considérés comme étant la norme. Ça peut aller de la simple phrase d'accroche en début de vidéo, au comportement même au sein d'un collectif et ses interactions avec d'autres personnes. Les tendances et les phénomènes de mode sur YouTube y sont pour beaucoup également. Ce sera toujours plus simple de suivre une tendance pour avoir de la visibilité, plutôt que de prendre le risque et l'effort de créer quelque chose sans aucune garantie de succès. YouTube ne pousse pas à la création, mais à la standardisation. YouTube est une compétition de tous les instants où prendre le risque de ne pas poster de vidéo pendant longtemps peut vous amener une baisse de vues et de popularité dans l'imaginaire collectif. YouTube est une compétition de tous les instants pour essayer d'être le premier à parler d'un sujet d'actualité ou d'une tendance pour en tirer le plus de vues et pouvoir l'exploiter le plus longtemps possible. C'est une mécanique déjà existante dans le monde de la télévision. C'est toujours plus simple et sûr de prendre un concept qui a déjà fonctionné ailleurs. Comme ça, on sait quoi faire et on a une garantie que ça a une chance de marché. YouTube est un milieu extrêmement consumériste et opportuniste car l'algorithme privilégie les créateurs qui postent du contenu régulièrement. Par conséquent, ce système pousse plus à la quantité qu'à la qualité, obligeant à bâcler voire même à sauter certaines étapes de la création. Le contenu se consomme comme une chips que l'on croquerait dans le seul et unique but de pouvoir croquer la suivante sans même se concentrer sur son goût. Et en tant que personne qui a mis des centaines d'heures voire même d'euros dans la réalisation d'une vidéo YouTube pour finalement la sortir, je ne pense pas que vous apprécieriez que votre contenu soit regardé de la sorte. Surtout quand celle-ci vise à de la vulgarisation, de la prévention ou de l'activisme où les effets sont recherchés sur le long terme. Imaginons un youtubeur qui, pour une raison X ou Y, décide d'arrêter son activité sur YouTube ou les réseaux sociaux. Quelles sont les perspectives d'évolution qui s'offrent à lui? Si la personne décide malgré tout de rester dans l'univers d'internet et qu'elle a un carnet d'adresses plutôt rempli, elle peut se reconvertir en présentateur d'une émission ou dans l'équipe technique d'un autre youtubeur, en offrant ses compétences et son expérience. Mais si elle décide de se réinsérer dans la vie active, ça risque d'être compliqué pour trouver le travail souhaité. En effet, bon nombre de youtubeurs qui sont devenus connus durant leur adolescence ont décidé d'arrêter leurs études pour se consacrer pleinement à YouTube. C'est notamment le cas de Squeezie et de Michou. Ils n'ont pas de diplôme valable sur le marché du travail, ce qui risque de les pénaliser pour leur recherche d'emploi. Et si le youtubeur n'a pas déclaré ses revenus, il n'aura pas accès au chômage ni aux allocations. Bref, être youtubeur, c'est une pression de tous les instants. Être youtubeur, c'est avoir une charge de travail titanesque. Être youtubeur, c'est être dépendant de son activité. Être youtubeur, c'est un enfer. Mais évidemment, être youtubeur, ce n'est pas que ça. C'est aussi échanger et créer avec des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt et références que nous. C'est avoir la chance de pouvoir vivre plus que convenablement d'une activité que nous apprécions et en faire profiter notre entourage. C'est être utile aux personnes qui nous regardent, que ça soit en nous faisant oublier par le rire nos problèmes du quotidien, nous rendre plus intelligents ou s'engager pour des causes louables afin de faire changer les choses. C'est recevoir de la part de centaines de milliers de personnes du soutien émotionnel et financier de manière inconditionnelle. C'est avoir l'opportunité de vivre des expériences que peu de monde pourra vivre au cours de sa vie. En bref, c'est l'expérience d'une vie. Quand on y pense, il vaut mieux rester petit youtubeur. Pas d'argent ou de popularité qui nous influence, pas de rythme de publication imposé, des contacts sincères et authentiques. Cette vidéo s'intitule « Ne devenez pas youtubeur ». Je dois vous avouer que ce titre est légèrement putaclic, je ne le pense pas vraiment. Si jamais vous avez pour ambition de le devenir et que vous êtes conscient de toutes les responsabilités que ça implique et que vous êtes prêt à les encaisser, allez-y, lancez-vous. Je ne peux pas vous retenir de le faire. Je vous souhaite même bonne chance. Mais là où je vous retiendrai de le faire, c'est quand je constate que votre vision du métier est complètement idéalisée et n'est basée que sur ce que les youtubeurs vous montrent. Le but de cette vidéo était avant tout de faire une énième prise de conscience sur le revers de la médaille du métier. Vous faire retirer les étoiles que vous avez dans les yeux. Tout n'est pas rose, bien au contraire, c'est un milieu où il subit énormément de vices d'une ampleur incommensurable. Alors, toujours envie de devenir youtubeur après ça? Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Cette vidéo a été une sacrée galère à structurer parce que le sujet est
tellement vaste et j'ai dû faire un choix sur les sujets que je devais aborder. Comme d'habitude, si vous avez quoi que ce soit à me faire remarquer par rapport à la vidéo, que ce soit des points que j'ai pas abordés ou des exemples à me donner, eh ben n'hésitez pas à laisser un commentaire, je le lirai avec grand plaisir. Je tiens également à vous partager une série d'articles de blog intitulée YouTube l'envers du décor, traitant plus en détail et agrémenté d'anecdotes personnelles les pires dérives du métier de youtubeur racontées par Thomas Sirix. N'hésitez vraiment pas à aller les lire, c'est d'utilité publique, le lien est en description. Quant à moi, ce sera tout, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt. Donc vraiment des abonnés qui ont 18 ans, ils sont grands. Je sors chez moi, ils me parlent archi mal, je pars, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent des bouteilles chez moi.